Le 9 octobre 1963 reste une date difficile à oublier pour les habitants de la vallée du Piave, au nord-est de l'Italie. Ce jour-là, il y a maintenant 61 ans, à 22h39, un énorme bloc de terre de 2 km de large se détacha du versant nord du mont Toc et un glissement de terrain de 270 millions de mètres cubes de roches se déversa dans le lac artificiel en contrebas, à une vitesse estimée à 100 km/h en seulement 20 secondes. Le glissement de terrain qui se déversa dans le lac provoqua 2 vagues gigantesques. La première atteignit les villages de Casso et Erto, la deuxième franchit le barrage et frappa la commune de Longarone, située en aval. Il est estimé que la force de l'impact de la masse d'eau, de roches et de débris qui frappa Longarone provoqua un déplacement d'air similaire à celui de la bombe d'Hiroshima. Il est important de noter que la catastrophe ne peut être attribuée à un effondrement structurel ou à des défaillances du barrage. On estime que la qualité de la conception permettait au barrage de supporter une pression 10 fois supérieure à celle pour laquelle il a été conçu. Malgré cela, le bilan humain confirmé fut de 1910 morts. Alors, que s'est-il passé ? Ce que vous voyez à l'écran est le parc national des Dolomites, plus précisément le barrage du Vajon. Je vais vous donner quelques détails techniques sur ce barrage. L'Italie des années 1950 se trouvait en plein boom économique et la demande en électricité augmentait sans cesse. On commença alors à concevoir un projet qui pourrait répondre aux questions croissantes de la région de Triveneto et de Venise. Conçu par Carlo Semenza, en collaboration avec le géologue Giorgio Dalpiaz, un géologue italien de renom. Après des photographies, des relevés et des informations recueillies, les deux hommes choisirent la vallée formée par 2 montagnes. D'un côté le mont Salta, où se trouvent les villages d'Erto et de Casso, et le mont Toc sur le versant opposé. Le projet, appelé Grand Vajon, reposait sur l'idée d'une unique installation intégrée composée d'un ensemble de bassins d'eau exploitant le principe des vases communicants, créant ainsi une grande réserve d'eau permettant de tirer pleinement parti de la puissance hydraulique du bassin du Piave. Les bases du projet furent posées à l'été 1957 avec le début des travaux d'excavation pour la construction des fondations du barrage. La structure se compose de 3 parties. D'un côté, il y a les 2 socles, appelés pulvins, qui adhèrent à la roche latérale, et le tampon, qui est la fondation du barrage fermant la base de la gorge. Il y a aussi la section centrale, elle-même divisée en 4 parties horizontales, composées de segments verticaux. Un joint périmétral sépare le corps du barrage des socles et du tampon de base, permettant un fonctionnement en charnière et non par encastrement, ce qui réduit les efforts de traction et les fissurations du béton. Ainsi, le barrage peut être considéré comme isostatique, c'est-à-dire non attaché de façon rigide à la roche environnante. La philosophie de conception adoptée par Semenza reposait sur un double arc, à la fois en coupe et en plan. La structure est constituée d'un mur en béton courbé horizontalement, mais aussi courbé verticalement. Le barrage est relativement mince par rapport à sa hauteur et en comparaison avec les barrages de type gravitaire. Les côtés du corps du barrage sont directement appuyés contre la montagne de chaque côté de la vallée et ils absorbent la pression exercée par l'eau. Son fonctionnement repose sur la compression interne de sa structure, due à la pression hydrostatique de l'eau, laquelle est ensuite transférée sur les côtés. Il est donc particulièrement important de veiller à la solidité de ces derniers. Avec l'augmentation de la profondeur, la pression et les forces internes augmentent également. C'est pourquoi l'épaisseur du barrage du Vajon est variable. Il y a 2,92 mètres au sommet et 22,11 mètres à la base. Une fois terminée, la structure avait une hauteur de 261,60 mètres avec un niveau de retenue à 722,50 mètres d'altitude, ce qui correspond au niveau maximal que l'eau de la retenue pouvait atteindre. Pour sa construction, 360 000 mètres cubes de béton furent utilisés, mobilisant 250 ouvriers. Pour donner un ordre de comparaison, cela représente la quantité de béton nécessaire pour remplir 120 piscines olympiques. Le bassin avait une capacité maximale de retenue de plus de 150 millions de mètres cubes d'eau, capable de produire, selon le projet, une puissance maximale de 150 millions de kWh. Les premiers signes de fragilité du terrain près du Vajon apparurent le 22 mars 1959, lorsqu'un éboulement sur le flanc d'une des 2 montagnes adjacentes s'effondra directement dans le lac, à quelques kilomètres d'Erto, dans le bassin de Pontesai.
L'éboulement poussa la société SADE à demander une expertise géologique supplémentaire par l'intermédiaire de l'ingénieur géotechnique Léopold Müller, qui, avec l'aide du fils de l'ingénieur Samenza, réalisa des carottages et installa des piézomètres sur les versants du mont Toc à proximité du barrage. L'enquête releva la présence d'une paléofaille sous le mont Toc. Une paléofaille est un amas de matériaux de différentes natures le long d'un versant, causé par un ancien glissement de terrain. Une paléofaille est généralement stable et immobile, mais sa dangerosité réside dans la possibilité qu'elle se réactive soudainement sous l'effet de facteurs extérieurs, tels que un tremblement de terre ou l'infiltration d'eau dans ces matériaux. En outre, Samenza identifia la présence de milonite, un type de roche présente dans des zones soumises à des efforts de cisaillement importants au pied de la paléofaille. Le 4 novembre 1960, un nouveau glissement de terrain se produisit sur la montagne et se précipita dans un réservoir naturel, suscitant de nouvelles préoccupations. La SADE décida alors de lancer une série de tests pour évaluer les effets d'un glissement de terrain de plus grande ampleur et les mesures à prendre pour réduire le risque. Le niveau de l'eau dans le réservoir fut fixé à 700 mètres comme valeur de sécurité absolue, même en cas de catastrophe. Pendant ce temps, les habitants d'Erto et de Casso commençaient à entendre des bruits étranges provenant du mont Toc. La montagne était instable et bougeait, passant de quelques millimètres à des mouvements de plus de 3 cm par jour, en raison du terrain argileux sur lequel reposaient les versants du mont Toc. À la fin du mois, cependant, le réservoir fut rempli jusqu'au niveau de test de 715 mètres, ignorant la limite des 700 mètres imposés. Le 15 septembre 1963, une partie importante du mont Toc glissa de 22 cm dans la vallée. Les ingénieurs pensaient, à première vue, que le glissement de terrain pouvait être contrôlé en ajustant le niveau d'eau du lac artificiel. Le 8 octobre 1963, les surveillances relevèrent un mouvement net d'environ 60 cm d'une portion du mont Toc, incitant les ingénieurs à vidanger le réservoir pour ramener le niveau d'eau en dessous des 700 mètres en prévision d'un éventuel glissement de terrain. Mais cela ne suffit pas. À 22h39, 270 millions de mètres cubes de montagne s'effondrèrent dans le lac artificiel, créant 2 vagues gigantesques. L'une s'écrasa sur la rive opposée du lac, sur le versant de la montagne, frappant les villages d'Erto et Casso. La seconde, haute d'environ 200 mètres, franchit le barrage sans le détruire et s'abattit en contrebas avec une force dévastatrice. L'eau ravagea le village de Longarone, le détruisant et causant environ 2000 victimes. L'armée italienne, les pompiers et la Croix-Rouge ont alors directement mis en place une intervention de secours et de récupération des victimes avec l'aide de nombreux volontaires. Cependant, en raison de l'ampleur catastrophique de l'événement, les opérations furent extrêmement difficiles. Le gouvernement italien, conscient de l'énormité de la tragédie, prit des mesures exceptionnelles pour venir en aide aux survivants et aux familles des victimes. Les fonds furent alloués pour indemniser les victimes et reconstruire les infrastructures détruites. La reconstruction de Longarone commença en 1966, quelques années après le désastre, avec une attention particulière à la sécurité et à la planification urbaine. Le nouveau village fut construit légèrement plus en aval par rapport à sa position d'origine, sur un terrain jugé plus sûr. La tragédie du Vajon est le résultat d'une grave sous-estimation des risques géologiques. Bien qu'il fût connu que le mont Toc présentait des instabilités et que les glissements de terrain s'étaient déjà produits dans la région, les autorités responsables poursuivirent la construction et le remplissage du réservoir. La leçon la plus importante que nous enseigne la tragédie du Vajon est l'importance de respecter et de comprendre les limites de la nature. La planification de grandes infrastructures, en particulier celles avec un fort impact environnemental, doit être basée sur des évaluations scientifiques et géologiques rigoureuses. Nous terminons cette vidéo en remerciant le personnel du Parc national des Dolomites Frioulane qui nous a partagé les images en nous permettant de les utiliser pour cette vidéo.